Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous avec le Cercle des Chroniqueurs. Heureux de vous savoir à l'écoute. Pour la 18e saison de mon micro, c'est le retour d'Anna Aguirre. Bonsoir Anna. Bonsoir, je suis très contente de revenir pour une nouvelle saison. De te revoir aussi. Alors, il y a 18 ans, tu avais quel âge Anna? 18 ans, j'avais 6 ans. Ah, mon Dieu. Ton sujet ce soir? Je laisse la surprise. Bien. C'est un peu particulier donc... Il était déjà avec nous il y a 18 ans et c'est notre centenaire en bonne forme, Nicolas Rividier, pour le plus de l'actu. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir à tous. Il venait d'avoir 18 ans lorsque mon micro avait démarré. Vous aurez reconnu Étienne Bompé, fan pour LGBTQI Actu. Salut Étienne. Salut. J'ai écorché ton nom mais c'était volontaire. D'accord, merci beaucoup. Alors ce soir, moi je vous propose une chronique très gaie, à l'image du monde. Je vais vous parler agression, interdiction, annulation, séparation et partouze. Tu sais qu'on a un invité de prestige. Oui. Bon. Mais qui n'aime pas les partouzes? Voilà. Aïe, 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 aïe. Un nouveau chroniqueur tout à l'heure rejoindra donc la grande famille. Il s'agit d'Al Warner. Il nous parlera de tout et de rien dans sa rubrique enregistrée pour ce soir. Elle est avec nous aussi, Valérie Beau. Bonsoir Valérie, comment ça va? Oui, très bien, bonsoir. Alors ce soir, je parlerai de bisexualité, pansexualité et de l'association Because. Homo Micro, l'invité du jour. Sans tarder, on démarre avec Annabelle Guiraud qui reçoit une personnalité qu'on ne présente plus aujourd'hui. Bonsoir à toutes et tous. Oui, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Potier pour son dernier livre, La Menace 732, aux éditions de l'Aube. Bonsoir Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous t'avions reçu en octobre dernier pour ton ouvrage Pierre Mendès France, La foi démocratique, édition bouquin. Aujourd'hui, nous allons parler de ta dernière création, La Menace 732, un thriller politique haletant de 335 pages. Alors, je fais le speech rapidement. Vas-y. Alors, contexte, on sort des élections présidentielles 2022, élection d'une femme de gauche à la tête d'un pays et gouvernement dirigé par un Premier ministre métis, réunionnais, au prénom italien, de surcroît homosexuel et juif par sa grand-mère. Tout ça. Voilà. Oh, ça en est trop pour l'extrême droite qui ne digère pas la défaite. Sa candidate a perdu pour un pouillème les présidentielles. Alors, la menace, elle est brandie et elle sera exécutée. Et les militaro-patriotes du groupuscule martèlent 732, prêts à tout pour faire vaciller et déboulonner le pouvoir en place. Alors, un livre qui est déjà vendu à plus de 2000 exemplaires en réédition. Alors, avec ce 6e ouvrage, Frédéric, tu changes radicalement de style. Tu passes de l'essai au thriller politique. Alors, comment t'es venue l'idée? C'est l'actu, tes expériences professionnelles en cabinet ministériel, ton amour, tu es aussi un amoureux de la politique et de la République. Alors, dis-nous. Tout ça à la fois, mais en fait, surtout, moi, j'avais envie de m'amuser. C'est-à-dire qu'écrire des essais sur Pierre Mendès France, c'est super. Écrire des notes à la Fondation Jean Jaurès, c'est très bien. Il y a des gens qui les lisent. Simplement, ça ne touche pas un grand public. Et moi, j'avais envie d'écrire quelque chose qui se lit sur la plage, quelque chose qui donne envie de tourner les pages et de réfléchir en même temps. Et donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire un polar sur un sujet sérieux, celui des coups d'État, celui des menaces démocratiques. Et j'ai trouvé qu'en fait, le polar, comme les séries télé d'ailleurs, c'est des outils incroyables. On peut dire beaucoup de choses. Et moi, je suis très heureux, par exemple, que ma voisine, que ma maman vienne me voir en me disant « Ah, moi, j'aime pas trop la politique, j'aime pas trop ces sujets-là. » Mais votre ouvrage, ton ouvrage, franchement, c'est bien, ça m'a fait réfléchir et j'y ai pris du bon temps. Voilà. Très bien. Alors, La Menace 732 est un livre palpitant. On est hypé dès la première page, où la fiction tend à rattraper d'ailleurs la réalité et la réalité tend à rattraper la fiction. On a l'impression de lire des prédilections politiques. Le livre a été sous presse, on précise bien, en avril 2022. Le récit est marqué par des repères temporels, leur type mois, le jour, le mois, sauf qu'à la fin de l'ouvrage, on apprend que c'est en 2022. Et là, ça se dit, waouh, l'effet est incroyable. Alors, dis-nous, Frédéric, tu as l'air de manier la surprise, le suspense, et tu peux nous raconter un peu comment tu as travaillé ton récit, comment tu as mis de côté des coupures presse, tu as lu beaucoup de thrillers et de polars pendant que tu écrivais. Dis-nous tout. Alors d'abord, moi j'ai passé beaucoup de temps dans les couloirs des ministères, à Matignon, dans la haute fonction publique, comme on dit, et j'y ai vu beaucoup de choses.
Et il y avait beaucoup de scènes que j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter un voyage officiel, j'avais envie de raconter une réunion dans le bureau du Premier ministre, j'avais envie de raconter une soirée électorale, j'avais envie de raconter aussi l'histoire de ces policiers qui sécurisent tous les déplacements des sommets et des sommités de cette République. Et donc oui, j'ai mis de côté aussi des éléments d'actualité très factuels. C'est-à-dire que moi, j'ai inventé une intrigue, bien sûr, j'ai inventé des personnages, mais cette menace sur la démocratie, cette menace d'extrême droite, j'ai rien inventé. J'ai changé que les noms. Que les noms. Et donc, quand on va chercher des coupures de presse dans Marianne, dans Le Figaro, dans Libération, vous allez retrouver des découvertes de caches d'armes, vous allez retrouver qu'il y a des groupuscules qui s'entraînent à tirer dans les bois, dans l'Aisne ou dans les Alpes. Vous allez retrouver des groupuscules qui ont des noms assez voisins finalement à ceux que j'ai choisis. Et ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, ces sujets-là sont traités sous l'angle du fait divers. On découvre un farfelu quelque part, on découvre un néo-nazi quelque part. Et moi, j'ai voulu montrer que tout ça faisait système, qu'il y avait un lien très étroit entre des groupuscules dangereux, armés, et derrière un discours politique qui est à l'encontre des valeurs de la République. Et j'ai voulu faire les deux, et en mêlant les deux, on trouve une super bonne histoire à raconter. Eh bien justement, dans Menace 732, on a des militaires, des hauts fonctionnaires, des politiques qui sont sans pitié ni loi, et un peuple français désuni, divisé par les combats identitaires. Alors on y parle de nationalisme, de wokisme, intersectionnalité, homophobie. On ne peut plus se parler, débattre sans se fâcher. Tiens, ça me rappelle ma chronique de la semaine dernière. Et toi, qui es visionnaire, qui a de la bouteille justement sur les sujets liés aux discriminations, parce qu'on le rappelle, tu as été délégué interministériel à la DILCRA entre 2017 et 2021. Alors, selon toi, à quoi peut-on s'attendre prochainement comme nouveau motif d'intolérance dans notre pays ? Alors d'abord, j'ai pas de boule de cristal. Je suis pas Madame Soleil, je peux pas vous prédire un coup d'État ou une révolution. C'est pas un truc que je sais faire. Par contre, on voit qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui montrent que notre démocratie, elle va pas bien du tout. Et ce que tu disais sur l'intolérance et l'impossibilité de débattre, je crois que c'est quelque chose de très net en ce moment. Et on ne peut pas débattre calmement sans s'envoyer des invectives, sans caricaturer les propos. Et ça aussi, c'est un des thèmes de mon livre, c'est de dire que finalement, la démocratie, elle est fondée sur le débat, et le débat respectueux. Et c'est Claude Barthelone, qui était le président de l'Assemblée nationale, avec lequel j'ai un peu travaillé, qui disait la démocratie, c'est pas la guerre civile. On peut avoir une démocratie très vive, on peut s'interpeller dans l'hémicycle. Simplement, à la fin, il y a un cadre qui est commun, qui s'appelle la démocratie, qui s'appelle la République. Et si on ne respecte pas ça, si on passe le cap de la violence, eh bien, il n'y a plus rien qui tient. Et donc, moi, je suis toujours très inquiet des dérives auxquelles on assiste, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais entre guillemets dans le monde réel aussi, avec des permanences de députés qui sont vandalisées, avec des pressions physiques. Et donc, je ne sais pas d'où peut provenir la menace, parce que je pense qu'il y a plein de sources de menaces. Voilà, alors, ça peut être l'intégrisme religieux, ça peut être des menaces d'extrême droite, ça peut être parfois aussi l'ultra-gauche. Et donc, voilà, moi, j'essaye de rappeler ça, qu'on a un cadre qui est très précieux, qui nous permet de discuter ensemble, de délibérer ensemble et d'arrêter des choix qui sont légitimes parce que démocratiques. Bon, à présent, soyons un peu plus légers. La menace 732, c'est aussi des passages érotiques et sensuels lors de liaisons dangereuses. Je vois les chroniqueurs qui rougissent un peu. Haïtienne, Il n'y a pas de partouze, je lève un scoop. On s'amuse également avec les after-work arrosés et délirants de jeunes conseillers politiques. C'est vrai ça, Frédéric? Ça se passe comme ça, les soirées conviviales, quand on travaille sans compter en cabinet ministériel? Écoute, la réponse est simple, oui. Là, le reste est dans le livre. Poursuivons avec la menace 732 en tant qu'objet. La couverture du livre est très visuelle. Cadre jaune, fond noir, au centre, un homme au dos nu, des cheveux châtains très courts. Sous sa nuque, 2 tatouages, le chiffre 732 et en dessous, un ange acculé avec de larges ailes. Au premier coup d'œil, on dirait que c'est toi en fait sur la couverture. Alors pas du tout, je n'ai pas du tout de tatouage, pas besoin de vérifier, vraiment, je vous l'assure, c'est pas moi. Alors quelle est l'histoire de ce personnage ? Alors d'abord, il faut saluer le travail de la graphiste qui a imaginé cette couverture. Moi, je voulais montrer d'abord quelque chose d'inquiétant. Je voulais une couverture qui accroche. Et je crois que là, c'est vraiment réussi. Et en fait, le 732, évidemment, ça renvoie à une date, qui est celle de la bataille de Poitiers, où, selon notre roman national, Charles Martel aurait repoussé les Arabes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, alors que c'est un symbole d'extrême droite très puissant, eh bien, on n'est pas vraiment sûr que c'était en 732, cette bataille.
C'était peut-être en 33, 31. C'était peut-être pas à Poitiers, c'était peut-être à Angoulême, c'était peut-être à Tours, on ne sait pas vraiment. Et on est encore moins sûr du caractère confessionnel de la bataille. C'est-à-dire que probablement que des tribus francs ont bataillé des deux côtés, quoi. Et donc c'est assez marrant cet écart entre une mystique, un symbole, et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont effectivement tatoué 732 sur leur corps, et la réalité historique qui est tout autre. J'ai aussi une question qui me titille. Dans le livre, à la fin, dans le livre, tu fais part de beaucoup de chansons, et on retrouve une playlist liée à l'ouvrage. Style, là, on lit La Menace 732 comme on regarderait le film. Tiens, d'ailleurs, une adaptation cinématographique est bientôt prévue pour Menace 732 ? Ah, mais j'adorerais que Netflix, Canal, Brut m'achètent les droits. Mais d'ailleurs, je leur cède s'ils veulent. Moi, je leur donne s'ils veulent en faire une série. Mais effectivement, je me suis beaucoup inspiré du rythme, du séquençage. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous, nous, très perturbés par nos téléphones portables, les alertes, les enfants, la famille, le travail, et que au fond, notre temps de lecture, notre temps de concentration disponible est de plus en plus réduit. Et donc c'est pour ça que moi j'ai fait des chapitres assez courts, et c'est vrai que la musique joue un rôle important dans cet univers-là, à la fois chez l'univers de l'extrême droite avec l'opéra, etc., mais aussi chez les policiers qui écoutent de la musique, et moi, j'ai écrit en écoutant évidemment de la musique. Ouais. Donc c'est très variable, c'est très éclectique, hein, ça va de Metallica à Michel Berger. Mais je crois que ça fait plaisir à écouter tout ça. Plaisir à écouter, puis plaisir à lire. Donc je répète, à chaque chapitre, il y a du suspense, il y a de l'intrigue. Et quand on a fini, on devient un Menace 732 dépendant. Il y a un deuxième tome qui est prévu là ? Oui, alors je vais lâcher un scoop devant vous pour nos micros. Oui, j'ai écrit la suite cet été. Et donc la suite, le manuscrit est entre les mains de mon éditrice, et qui m'a pas encore dit ce qu'elle en pensait. Donc là, il y a double suspense, et pour vous et pour moi. Et sinon, Frédéric, est-ce que tu as tu as peut-être une question, Valérie ? Oui, tu as en partie répondu, parce que tu dis que tu as écrit cet été. J'étais curieuse de savoir du temps d'écriture pour ce livre. Alors, moi, j'ai la chance d'écrire assez vite, mais par contre, ce qui met un peu de temps, c'est trouver l'intrigue, les personnages, etc., la trame, et ça me prend plusieurs mois. Mais une fois que j'ai tout ça dans ma tête et que j'ai mes coups de pure de presse, après, j'écris un peu comme ça, là, d'un coup. Et oui, en un été, 2 mois, je profite que mes enfants sont en vacances chez les grands-parents pour écrire un peu plus tard chez moi. Et d'ailleurs, ce qui est difficile, en fait, c'est retenir. C'est pas faire un truc trop long, trop détaillé. Et voilà. Et finalement, les thrillers, les polars, c'est une technique d'écriture qui est assez précise, qui fait que si on ne veut pas perdre le lecteur, et parfois il faut s'en retenir, il faut se retenir de ne pas en dire plus. Voilà. Pour nos auditrices et nos auditeurs, tu as des prochaines dates de dédicaces, de rencontres ? Écoutez, oui, je vais à Cavaillon, dans le sud-est. Je ne suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Et je vais en Belgique prochainement pour présenter cet ouvrage dans un festival. Donc voilà, j'en suis très heureux. Et il y aura probablement d'autres événements. Frédéric Potier. Donc, tu parlais tout à l'heure de violence un peu dans l'hémicycle, sur les réseaux sociaux et autres. Quel message tu pourrais passer un peu à ces politiques qui sont un peu violents, qu'on voit un peu partout dans des émissions où ils n'ont pas forcément leur place, des émissions de divertissement pour se faire voir et autres. Est-ce que tu as un message à passer de façon à faire évoluer tout ça ? C'est moins le divertissement, ça après... Chacun jugera, mais Giscard allait faire de l'accordéon à la télé, etc. Le côté bon enfant, moi, me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est l'invective permanente. Et voir qu'après, des hommes politiques qui ont un langage très dur, très véhément, après se posent en victime des mêmes retours de comportement, ça montre bien qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, on ne peut pas appeler à l'apaisement et à la modération et la nuance quand soi-même on l'est pas. Donc moi j'ai envie à tous de leur dire de faire un peu preuve de modération et de sérieux et de retenue. Nicolas ? C'est même pire que ça, c'est-à-dire que non seulement ils s'engueulent à la télé, et qu'en plus quelquefois ils prennent des verres après, parce que ça reste des collègues en fait, et que il y a une séquence assez emblématique de Le Pen et Mélenchon au Parlement européen, avec Mélenchon qui dit à Marine Le Pen, alors qu'ils se sont foutus sur la gueule dans l'hémicycle, au fait, prenons un café à l'occasion, machin et tout. Donc ça véhicule quand même aussi une idée de spectacle organisé derrière ça, qui est un peu dérangeante. Je crois que ça change un petit peu. Je crois que cette impression de connivence qu'on pouvait effectivement y avoir et qu'il y avait. Oui, l'anecdote en question, c'était il y a quelques années déjà. Je pense que ce climat a tendance à évoluer. Moi, je
je suis pas certain que Sandrine Rousseau boive des bières à la buvette de l'Assemblée avec les députés LR et FN, quoi. Je la connais pas, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que les temps soient trop à ce genre de confraternité, pour le dire comme ça. Merci Frédéric. Donc je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, La Mission 732. La menace. Édition... La menace. La tu dis mission quoi ou l'émission. La menace, la menace. C'est le prochain chroniqueur La qui parlera de menace. missionnaire, mais... La menace 732. C'est peut-être le titre du deuxième tome. Peut-être, oui. Édition de l'Aube. Et des politiques peut-être te lisent, certainement. Ah, il y en a beaucoup, oui. qui l'ont lu. Ouais. Claude Barthelone a beaucoup aimé. Ah oui. Laurent Berger aussi m'a dit, pas un politique, c'est un syndicaliste, m'a dit qu'il l'avait lu et qu'il avait beaucoup aimé. Et voilà, et certains d'ailleurs se sont reconnus dans certains des personnages. Et juste pour finir sur la chronique, un des personnages qui est juif, homosexuel, réunionnais, etc., tout ça, en fait, il existe vraiment, il fait pas de politique, mais c'est vraiment un de mes amis proches. J'ai à peine changé le nom. Voilà. J'ai cru que tu allais me citer, mais non, parce que j'ai aussi le profil de Réunionnais. Pour le prochain tome. Bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Frédéric, et au plaisir. À très vite. Un grand plaisir d'être avec vous. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. On passe à la musique, Nathan. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour cette musique, j'ai envie de dire, on va retrouver un peu l'originalité aussi de cette interview, parce que je voulais faire référence, bien sûr, au titre du livre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait aller justement avec l'ambiance du livre, avec ce qui pourrait bien se passer. Et du coup, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, il y a deux choses. La première, c'est Baron Noir, la série Baron Noir, du coup, parce que c'est un côté politique. Et le deuxième, c'est House of Cards, aussi parce qu'il y a le côté politique. Et du coup, j'avais écouté la bande-son des deux, effectivement, et je voulais essayer de trouver quelque chose qui avait un peu... qui était en rapport avec le thème du livre, le fait que justement, c'est un peu un thriller et tout ça, et du coup, on a beaucoup de suspense et de suspicion aussi. Et donc, du coup, j'ai voulu reprendre un des morceaux de la BO de House of Cards, qui a été réalisé par Jeff Beal. Et du coup, on va écouter tout de suite Suspicion in Hybris.
Le cercle des chroniqueurs. Merci pour ce super morceau. On aurait pu imaginer Elisabeth II partir dans sa dernière demeure sous cette musique-là. Ça aurait pu bien passer quelque part. Hein. Merci. En tout cas, c'était un super morceau. Et nous allons tout de suite passer à Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Le livre avait réussi à achever ce qu'il me restait d'éveil. Alors que mon index faisait office de marque-page, je sentais peu à peu mon étreinte sur l'œuvre s'amenuiser. Je reprenais connaissance en entendant la voix du contrôleur indiquer l'arrivée en gare de Montparnasse. Je saisissais alors mon téléphone pour écrire le message suivant. « Salut, si je suis prévu dans l'émission de lundi, je te propose une chronique sur une histoire qui nous est arrivée il y a presque 2 ans. » J'ai écrit 2 DE. Ça parle de VIH. C'était début janvier 2021, entre 2 confinements. Il était un peu plus de 17h quand mon téléphone a sonné. J'ai vu son nom s'afficher, j'ai décroché. Et il a dit « J'ai eu mes résultats d'analyse ». La suite ne me surprit pas. Quand on est gay, la phrase « J'ai eu mes résultats d'analyse » dit déjà l'essentiel. Il reste une seule incertitude, où, comment ? Es-tu sûr ? C'est ce que je lui ai demandé. Et puis je lui ai dit que je rentrais tout de suite. Il serait dégueulasse de ma part de faire durer un suspense mal placé. L'annonce de sa séropositivité s'était avérée être un faux positif. Pas rare, mais pas fréquent non plus. À cette heure, nous ne le savions pas, nous ne l'imaginions pas. Il nous fallut attendre 1 semaine pour que la certitude enfin nous dégage de l'angoisse. Je n'ose imaginer combien d'autres ont attendu ce dénouement inespéré qui n'est jamais arrivé. Je ne peux pas imaginer quel désarroi saisit le corps et l'esprit lorsque le contrôle confirme le test et le contrôle du contrôle le confirme encore, avec le rythme lancinant du positif, affiché sur la feuille A4, des résultats du laboratoire. J'ai été voir mon collègue pour lui dire que mon copain avait été testé positif au VIH. Je lui ai balancé comme ça, en pleine gueule, en partant. Je ne sais pas pourquoi. Je devais bien justifier ce départ précipité. J'aurais pu inventer n'importe quoi, dissimuler, mais non. Il fallait que ça sorte. Le processus de destruction avait commencé, d'abord parce que je pensais à lui, et ensuite parce que je ne voyais pas de raison valable pour que le sort que nous avons cru être le sien m'ait épargné aussi. Dans le métro, quand je regardais quelles étaient les possibilités de faux positifs assez faibles, je le regardais aussi pour moi parce que j'en étais persuadé. Quand ma ponction sanguine du lendemain matin aurait livré ses secrets, je l'appellerais pour lui dire « J'ai eu mes résultats d'analyse ». Lorsque je rentrais dans l'appartement, je le trouvais devant son ordinateur en plein conf call pour le boulot. Je lui posais une main sur l'épaule, je filais sur le balcon, j'allumais une cigarette, puis une seconde, quelques minutes après. Je le regardais, je ne voyais en lui que de la beauté, de la gentillesse, et je devisais déjà pour moi-même sur l'injustice du sort qui nous liait désormais. À la fin du call, il s'est assis sur le canapé, on s'est regardé un instant, qui n'a duré qu'un instant. On a parlé. Je ne me souviens plus vraiment de ce que l'on s'est dit, mais nous avons conclu que la mort inéluctable s'était invitée entre nous. Il existait des traitements, mais ils sont impuissants à nous retirer de la tête que le VIH est trop fort pour nos petits corps fragiles. Il me raconta aussi comment un appel du laboratoire l'avait fait venir chercher ses résultats pour s'entendre dire par une médecin biologiste qu'il était séropositif. En dehors de tout cadre et de toute déontologie, puisque seuls les médecins prescripteurs, dans son cas il démarrait un suivi PrEP, ont vocation à annoncer à leurs patients la teneur de leurs résultats lorsqu'ils sont préoccupants. Il me raconta aussi comment on l'avait enjoint de prévenir tous ses partenaires tout de suite. Il me raconta aussi comment, sans la moindre bouée de sauvetage, on l'avait renvoyé chez nous, le priant de revenir le lendemain matin pour faire un test de confirmation. Pas un test de vérification, un test de confirmation. Que serait-il advenu s'il n'avait trouvé personne à qui parler ? Les bascules ne sont pas rares lorsque l'on nous annonce que tout espoir a disparu. Il me disait aussi que c'était l'année de nos 10 ans, que ça devait être beau et qu'il avait tout gâché. À ce moment, je ne pouvais écarter que c'était peut-être moi qui avais tout gâché, que j'étais le vecteur. Plus tard dans la soirée, les paroles laissèrent place aux larmes. On chiale facilement dans ce genre de circonstances. Ces sanglots étaient entrecoupés de demandes d'excuses auxquelles je répondais quand les mots arrivaient à sortir, qu'il n'y avait rien à pardonner. Je l'aimais d'ordinaire, je l'aimais encore plus ce soir-là. Je lui ai dit que j'allais prendre la PrEP, moi aussi, si j'étais passé au travers et que finalement tout serait à peu près comme avant. La nuit fut abominable. Nous n'avons pas dormi, muets, immobiles, nous avons dormi seuls dans le même lit. Je suis ingénieur et chercheur, je ne pouvais me résoudre au fait qu'il n'existe pas un jour un traitement définitif. Ma confiance en la recherche était pourtant ébranlée par la logique du lendemain qui s'imposait à chacune de mes réflexions. Et puis au-delà de mon inquiétude pour lui, je vivais, me concernant, un sursis intenable. Les premières lueurs du jour, nous ne fermons jamais les volets, furent un mélange de soulagement et la confirmation qu'il n'y avait nulle invention cérébrale nocturne dans tout ça. Il s'excusa à nouveau, je n'ai rien su faire d'autre que le prendre dans mes bras. Au boulot, où je me rendais au radar, je passais une journée chaotique, mon collègue s'inquiétait, j'échouais à le rassurer. Le midi, je ne mangeais rien ou presque, on s'en aperçut, on me questionna. « Ça ne va pas ?» Réprimant un haut le cœur, je répondis « Non, ça ne va pas ». Le soir, nous avons parlé, nous avons pleuré et nous avons peu dormi la nuit. La résilience, mécanisme assez extraordinaire, s'il en est, était déjà en train de nous convaincre qu'il n'y avait finalement plus rien à faire.
Il n'y a de place pour la résilience que lorsque le combat est perdu et que l'évidence s'impose. Il y eut ensuite le jour de la colère, immédiatement suivi par celui du combat, car une situation pareille ne peut s'accommoder du c'est comme ça. Le déroulement des événements ensuite demeure assez flou. Je me souviens juste que mes résultats sont arrivés avant les siens. Le matin, je crois, annonçant qu'il n'y avait pas de traces de virus dans mon sang. Puis les siens, négatifs. Mais comme il y avait eu un positif, le match continuait. Un partout, balle au centre, il fallait refaire des tests plus poussés. Si les faux négatifs existent, ils sont encore plus rares que les faux positifs. Mais pas impossible. La médecine la plus moderne échouera toujours à affirmer quoi que ce soit à 100%. Cela a duré jusqu'au samedi suivant, où sa médecin lui a annoncé qu'il avait été victime d'un résultat erroné. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour être plein. Après tout, nous nous en sommes bien sortis. Il y a eu un traumatisme, et beaucoup de choses que l'on croyait acquises ont été remises en question, mais nous allons bien. Vous n'imaginez pas, par exemple, à quel point on parle de mort à la télé tout le temps, aux infos, comme dans les blagues des mini-séries d'Access Prime Time. Parce que je vous le dis, j'ai entendu dans la bouche d'un garçon de 33 ans, « Je ne veux pas mourir ». Je m'étais levé tôt, ce jour-là, pour visiter un labo en région. J'ai trouvé le livre dans une boîte à livres à l'arrivée du train le matin. Je l'ai pris parce que j'en avais entendu parler, que je connaissais son auteur et que je savais évidemment de quoi il parlait. Il avait suffi de 16 pages pour qu'un point invisible jaillisse des pages un peu jaunies pour venir m'exploser le visage, presque jusqu'à la nausée. Je fuyais mon reflet dans la vitre, de peur de voir ma face tuméfiée par les uppercuts pour de vrai. Il y a une semaine, je ne me suis pas endormi dans le TGV, je suis tombé par KO. Bam! J'ai heurté de plein fouet le sol à ressort du terrain de boxe, sous les hurrahs de la foule, hurlant le nom de mon adversaire. Je me suis réveillé alors que le contrôleur indiquait notre arrivée en gare de Montparnasse. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé ce message à Brahim. « Salut, si je suis prévu dans l'émission de lundi, je te propose une chronique sur une histoire qui nous est arrivée il y a presque 2 ans. » 2 est toujours écrit DE. Ça parle de VIH. Le livre, c'est « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » de Hervé Guibert, dont je vous recommande évidemment la lecture. Merci Nicolas. Mais ça peut faire objet de l'écriture d'un livre, parce qu'il y a matière à dire et à faire. Tu voulais intervenir, Valérie ? Mais que ton écriture sur le fond et la forme est toujours brillante, et merci. Merci à toi. Merci Nicolas. Parlons de tout et de rien avec Al Warner, dont c'est la première. Il est avec un militant LGBT à Épernay, dans la Marne. On l'écoute. Bonjour Brahim, ainsi que toute l'équipe d'Homo Micro. Effectivement, je suis le tout nouveau chroniqueur parlant de tout et de rien, qui sera mon petit instant. Pour cette première, je me suis rendu à la capitale de Champagne, Épernay. En effet, en juillet dernier, s'est tenue la toute première marche des fiertés LGBT, tenue par Jonathan Manduy. Pour cette occasion, j'ai pu parler fierté, arc-en-ciel et LGBT-phobie avec ce militant de longue date. Je vous laisse écouter et découvrir tout ce qu'il a à dire. Jonathan, peux-tu nous dire quelle est la situation des LGBT à Épernay ? Alors la situation actuellement sur le volet des personnes LGBT sur Épernay, donc grâce à nos projets que nous avons lancés cette année, ça permet une meilleure visibilité, une meilleure compréhension de la part des habitants de la capitale du Champagne. Donc c'était aussi l'objectif majeur de notre structure, c'était que les gens puissent prendre conscience que la communauté LGBT existe sur Épernay et que on ne peut pas être mis de côté et qu'on est présent, que les gens acceptent ou qu'ils acceptent pas, la communauté elle est présente sur Épernay. Tu as donc lancé la toute première marche des fiertés LGBT à Épernay en juillet dernier. En es-tu fier ? Alors oui, la première marche des fiertés a eu lieu en juillet, donc c'est évidemment une grande fierté puisque c'était aussi une grande réussite pour cette première marche des fiertés à Épernay. Donc l'événement sera bien évidemment renouvelé prochainement avec des améliorations, avec une modernisation. Donc il y aura aussi également les 10 ans du mariage pour tous. Donc Épernay célébrera aussi cette date anniversaire l'année prochaine. Cet événement est-il annonciateur de grands projets pour la ville arc-en-ciel dans les mois à venir ? Alors les futurs événements que Épernay a actuellement en projet avec nous, c'est la caravane des fiertés qui va sillonner le territoire pendant le mois de septembre. Il y aura aussi des stands d'information, de prévention, d'orientation aussi en centre-ville d'Épernay. Il y aura également aussi la journée des fiertés qui va être aussi l'un des événements majeurs de 2023. Récemment, tu viens de lancer ta propre association LGBT. Quelles vont être les grandes entreprises de cette dernière ? Alors, les actions que nous allons entreprendre avec l'association LGBT plus couleur champenoise, c'est
la mobilité, la proximité de l'information, du conseil, de l'orientation, de la prévention. Nous allons intensifier prochainement nos actions avec des nouveaux projets qui soient avec tous nos partenaires, où nous puissions aussi faire du contact avec la population. C'est vraiment une priorité majeure, c'est de mettre en place des actions, des permanences, de la proximité et aussi surtout de la mobilité, parce qu'on a énormément de campagnes dans notre territoire et on sait qu'il y a des couples de notre communauté qui vivent dans ces territoires un petit peu oubliés des grandes métropoles et on va aller les chercher. C'est vraiment les buts de l'association que j'ai lancée. En dernier lieu, si on veut aider, que doit-on faire? Alors moi, je sollicite vraiment tous les partenaires associatifs du moment qu'ils ont envie de participer à nos événements, d'être à nos côtés, de lutter tous ensemble contre un projet qui est commun. C'est la lutte contre les violences et discriminations qui touchent notre communauté et qui touchent d'ailleurs toutes les communautés. Donc moi, j'insiste vraiment à tous ceux qui veulent nous rejoindre à venir adhérer avec nous, à venir nous soutenir, à lutter à nos côtés, à venir participer à nos événements, à nos activités, à nos projets et faire en sorte qu'on puisse quand même essayer d'avancer un tout petit peu la lutte contre les LGBT-phobies. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons de tout et de rien. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Merci Al Warner, que l'on retrouvera très très prochainement. Mais tout de suite, il est l'heure de tendre l'oreille, puisque c'est notre ami Étienne Bombé-Femme pour sa chronique Actu. On t'écoutait. Il y a un an, la France s'émouvait face à l'agression homophobe du jeune Yanis, 17 ans, par une dizaine de personnes qui l'avaient conduit à 8 jours d'ITT. Elle avait été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux et avait fait le tour des chaînes de télévision, à commencer par la qualitative « Sick, touche pas mon poste ». Suite à cette affaire, le mardi 13 septembre 2022, 2 adolescents ont été condamnés par le tribunal pour enfants d'Évry pour agression homophobe. Justice est faite, vraiment. Le premier a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général, soit une semaine de boulot contre 8 jours d'incapacité de travailler pour le jeune Yanis, quand le second a écopé d'un stage de citoyenneté qui sera mis en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse. Certes, ils avaient respectivement 17 et 15 ans lors des faits, mais je trouve personnellement que c'est envoyer un message fort de désintérêt pour toute la communauté LGBTQI+. Nous n'en avons rien à faire de vous, bande de PD. L'autre côté du Rhin connaît aussi ces agressions, mais mortelles cette fois-ci. Lors de la Pride de Münster le 25 août, un jeune homme trans, Malte de son prénom, a été tué alors qu'il tentait de protéger 2 femmes lesbiennes qui se faisaient insulter par un homme. Sa tête a violemment heurté le sol, occasionnant une hémorragie cérébrale, 8 jours de coma et son décès le 2 septembre. L'ensemble de l'Allemagne s'est ému. Le maire chrétien-démocrate de Münster a fait respecter 1 minute de silence lors du conseil municipal de rentrée. Le ministère de l'Intérieur a appelé à ce que l'auteur de ce crime LGBT-phobe soit poursuivi avec sévérité. Le secrétaire d'État allemand a déclaré espérer que la mort de Malte secoue la société et des banderoles ont même été dressées à Brême lors d'un match de foot le 9 septembre sur lesquelles on pouvait lire « Les LGBT-phobies tuent, tous contre la transphobie et repose en paix Malte ». Et on entend partout qu'en Occident, à l'heure du mariage pour tous, on n'a plus besoin de marcher. En parlant de marche, après moult rebondissements, l'Europride a pu se tenir ce samedi à Belgrade, en Serbie. Elle avait d'abord été annulée suite à de nombreuses contre-manifestations, notamment par des groupes nationalistes et orthodoxes. Le gouvernement serbe justifiait son interdiction par des risques de violence. Celle-ci a fait un tollé à travers l'Europe. 145 eurodéputés ont notamment publié un texte fustigeant la décision et la présidente du Parlement européen s'en est fait l'écho dans une lettre adressée à la première ministre serbe, elle-même ouvertement lesbienne. Cette marche a donc pu se tenir sans trop de heurts, sur un parcours réduit à 1 km, mais des attaques contre les forces de l'ordre et des provocations de l'église qui sonnaient des cloches à quelques pas de la marche et accompagnés de fidèles brandissant des croix ont émaillé cet événement. De l'autre côté du monde, les pays du Golfe réclament le retrait par Netflix de son contenu jugé contraire aux valeurs islamiques et sociétales. Il s'agit bien sûr des programmes montrant des personnes LGBTQI+. Si la plateforme ne se plie pas à ces injonctions, les autorités prendront des mesures juridiques nécessaires. En Arabie Saoudite, la chaîne Al-Ekbaria a dénoncé des films et séries pour enfants comportant des scènes promouvant l'homosexualité via Netflix.
Rien de nouveau, me direz-vous, quand on sait que le pays avait déjà demandé à Disney de supprimer les références LGBTQ dans le film de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, afin d'autoriser sa projection dans les salles du royaume ultra-conservateur. Disney n'a pas obtempéré et le film n'a pas été projeté en Arabie. Il en avait été de même aux Émirats arabes unis, qui avaient interdit Buzz l'éclair pour une fugace scène de baiser entre deux femmes vivant ensemble. Pour l'heure, Netflix n'a pas répondu. Espérons qu'ils prennent la même décision que Disney. Disney encore, mais de l'autre côté du monde, au Texas, un drag brunch familial sur le thème de Disney a dû être annulé par ses organisateurs suite à de multiples attaques de trolls. Non pas les mignonnes petites bêtes dans la Reine des Neiges, non, mais bien ces connards de républicains hétéros blancs cisgenres qui, à la manière d'un Poutine ou d'un Orban, estiment, je cite, qu'il s'agit d'abus sur mineurs que d'emmener de jeunes enfants dans des spectacles sexuellement explicites où des hommes se déguisent en femmes et de manière provocative pour de l'argent, qui accuse sans fondement que le personnel de l'établissement en question est pédophile et que le thème Disney est une manière d'attirer les enfants dans leur filet. Waouh! Le pays de RuPaul a encore beaucoup à apprendre, notre queen mère à toutes et à tous. En parlant de danse lascive, passons à la musique avec Lil Nas X, ce rappeur, auteur, compositeur, interprète et danseur chorégraphe américain ouvertement gay qui dansait de façon sexuellement explicite avec le diable dans le clip de sa chanson Montero Call Me By Your Name, non pas pour vous proposer sa dernière chanson, ni pour vous annoncer qu'il est devenu l'égérie d'Yves Saint-Laurent et encore moins le visage mondial 2022 de League of Legends, tout ça est vrai, mais pour vous parler de son dernier rêve, voir une orgie s'organiser dans un de ses concerts de sa tournée internationale. Autant vous dire qu'il faut pas me le dire deux fois, ni à moi, ni à Brahim, pour qu'on achète nos places pour voir ce concert qui se tiendra le 14 novembre à la Villette. T'as déjà tes places, j'imagine? Effectivement, pour toute l'équipe. Voilà. Eh bien, parfait, on s'y rejoint. Et ceux pour lesquels, malheureusement, on ne pourra plus acheter de place pour leur concert sont les Mashrou Leila, dont le leader du groupe ouvertement gay, Ahmed Sino, a officialisé le 11 septembre la fin du groupe. Cela marque donc la fin d'une ère pour les LGBTQI+, arabes. En effet, le groupe libanais, qui avait dans l'idée en 2008 de constituer une formation éphémère, d'où leur nom Mashrou Leila, qui signifie le projet d'une nuit en français, a marqué toute une génération qui se reconnut dans les textes de ce groupe ouvertement gay sur de la musique pop-rock chantée en arabe. Johan explique très bien à Tétu l'importance de ce groupe. Avant Mashrou Leila, l'arabe était la langue de mes parents ou celle du Coran, mais avec leur texte, elle est devenue la mienne parce qu'elle raconte mon vécu. Hélas, tout le monde ne les voyait pas d'un bon œil, ont eu raison du groupe de nombreuses menaces de mort, interdiction de se produire sur des scènes importantes à cause de paroles jugées blasphématoires, ou chasse aux sorcières de la part du gouvernement égyptien envers la communauté LGBTQI+, dont ses membres ont été emprisonnés et torturés dans le cadre de l'un de leurs concerts au Caire en 2017, et qui a conduit au suicide de la militante Sarah Egazi, traumatisée par l'événement. Je vous invite à découvrir la magnifique chanson Magawir pour ses cuivres très Florence and the Machine. Mais comme elle est trop longue, je vous laisse avec Djinn, leur hymne au djinn, l'alcool contre le djinn, l'esprit, la créature. Mashrou Leila. بالغاب بنسهر بالليل نشرب من قلب الغزال مننخور الأرض بعصيان ليتوف الخمر من العين كل النسوان والرجال جايين لابسين الجلود بانتظار اللي بيموت وبيعود نسمع حكمة الأعناب كل الحكم بالأعناب رح نجر حالنا بس الله معنا ما شربش الزوزة ولا الشاي أنا رح برق حزني حنسى اسمي حاطي نفسي لليل ما شربش الزوزة ولا الشاي أنا وعمدت كبدي بتجن برقص لعوض من الجن رح غطس كبدي بتجن باسم الاب والابن بكره بس اوعى بالليل يوم القيامه حيقوم لكن الخمار ما بيرجع قد الهموم بيني وبين فرحي حيط تبسم كازازه الكيس برلين ما صمدت ناوي انه هبط
le cercle des chroniqueurs. Et dans le cercle des chroniqueurs, on retrouve Anna. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une série, mais plutôt nous faire part d'une réflexion que tu t'es faite pendant les vacances. Alors justement, je ne vais pas vous parler d'une série en particulier. C'est ça l'intérêt de la chronique. Alors je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivée à l'écrire. Au début de l'été, j'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle First Kill. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, cette série raconte l'histoire d'amour entre une vampire et une chasseuse de vampires. Alors oui, bon, on va pas se mentir, c'est pas la série de l'année, hein. Mais elle est très feel good. L'histoire assez classique fonctionne bien. C'est un Roméo et Juliette, ou alors Juliette et Juliette, on peut dire, très moderne et fantastique, avec deux jeunes filles qui s'aiment. Ici, leur amour n'est pas mis en danger parce que ce sont deux filles qui s'aiment, mais parce qu'elles appartiennent à des espèces qui, dans le nom et dans le principe même, doivent se détester. Mais bon, là n'est pas le sujet de la chronique. Ce qui est important ici, c'est le fait que la série a été annulée, selon Netflix, par faute d'audience. Pourtant, dès sa mise en ligne, la série fait partie des 10 programmes les plus regardés de la plateforme, avec 30,3 millions d'heures de visionnage le premier jour. Elle se classe 3e derrière Stranger Things et Peaky Blinders. Donc c'est pas rien. Voilà. Et ces chiffres sont tout aussi bons que Heartstopper. On vous avait parlé de cette série avant les vacances avec David. Et c'est une autre série LGBT. Et pour tout vous dire, First Kill a même été plus visionné que Heartstopper dans les 3 premières semaines de diffusion. On est à 96 millions d'heures de visionnage pour First Kill, contre 51 millions d'heures de vue pour Heartstopper. Attention, là arrive la partie un peu qui, moi, m'a choquée et a choqué beaucoup de gens. C'est que Heartstopper a été renouvelé pour 2 saisons dans les 3 premières semaines de diffusion, alors que First Kill a été annulé. Alors, moi, je suis très heureuse du renouvellement d'Heartstopper. C'est une série que j'adore, vous le savez très bien. Mais ça n'empêche que je me pose quelques questions, et je ne suis pas la seule. Je vous l'ai dit au début, First Kill retrace l'histoire de 2 héroïnes lesbiennes, une représentation rare dans les séries les teen séries romantiques, et surtout en tant que personnages principaux. Ce type de séries, même si elles sont de plus en plus présentes sur le marché, connaissent souvent une fin précipitée. On peut citer également cet été l'annulation après 2 saisons de la série de Prime Video The Wilds. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une série où figurait un couple de jeunes femmes et des personnages LGBT. Pour remonter un peu plus loin, on peut également parler de I Am Not Okay With This ou Everything Sucks sur Netflix, qui ont toutes les deux été annulées après 1 saison et présentées en personnages principaux une femme appartenant à la communauté LGBT. Et là, je vous parle que de personnages lesbiens. Si on ajoute en plus les personnages féminins bisexuels ou les femmes trans, par exemple, on se rend rapidement compte que les médias ont une sérieuse tendance à maltraiter leurs personnages féminins qui appartiennent à la communauté LGBT. On pourrait presque parler d'une invisibilisation de la femme LGBT dans les médias. Alors cet été, je suis partie en vacances avec une amie et on en a discuté. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plus fréquent et banalisé qu'on ne le pensait. C'est vrai, les séries avec des couples gays ont plus de chances d'aller plus loin dans leur histoire que les séries avec des lesbiennes ou des femmes en général appartenant à la communauté LGBT. Maintenant, il faut se poser la question du pourquoi. J'ai pas la science infuse, je suis pas Madame Je sais tout. Je vais juste vous parler de ce que je vois. Déjà, on est dans une société où chacun va parler de lui, et c'est normal, chacun va parler de ce qui le touche. Mais on est aussi dans une société qui met en avant la parole des hommes. Et ça s'applique même au sein de la communauté LGBT. Les histoires sur les hommes auront plus tendance à être mises en avant, c'est presque inconscient. Rien qu'au niveau de la promo, il y a une différence notable, que ce soit les séries, les films, les livres. Ceux dont on entend parler, c'est ceux avec des hommes au cœur de l'histoire. Alors oui, autour, il y a souvent des personnages féminins qui appartiennent à la communauté LGBT, mais s'il n'y avait pas ce couple gay, elles ne pourraient pas être là. Et ça revient presque à dire que leur histoire ne mérite pas d'être entendue tant qu'il n'y a pas un homme au centre du média. Alors, au-delà même de cette invisibilisation, il y a un véritable problème avec l'image de la femme véhiculée par les médias. Une enquête menée par un institut américain a même révélé que plus de 90% des femmes queer ont le sentiment d'être stéréotypées de manière négative. Par exemple, avec une haine de l'homme, avec les couples formés d'une femme masculine, entre guillemets, qui prend la place de l'homme, par exemple. Et 85% de ces personnes interrogées ont déclaré qu'elles aimeraient voir une meilleure représentation de la femme queer à la télévision. Les participantes pensent également que les médias évitent de les représenter. 80% pensent que les médias évitent de les représenter en raison du risque de ne pas plaire à un marché de masse, ce qui pourrait être vrai.
Vous m'en direz ce que vous en pensez. Et elle s'accorde à dire que la société tente de cacher les femmes queer, alors que les hommes queer, eux, ont une meilleure visibilité publique. Alors oui, peut-être que certaines séries avec des femmes LGBT en personnages principaux ont été annulées par manque d'audience, mais peut-être que si on leur avait donné la visibilité suffisante pour qu'elles se fassent connaître, peut-être que si on les avait plus mises en avant, peut-être que si les femmes s'étaient vraiment senties représentées, peut-être que les audiences auraient été différentes et l'histoire aurait été différente. Il est temps de rendre aux femmes ce qui leur appartient, donner une vraie chance à ces médias de vivre et de montrer ce qui est si souvent laissé dans l'ombre. Les femmes aussi ont besoin de représentation, les femmes aussi sont au cœur de l'histoire. Merci, ça fait réagir, Valérie. Oui, et c'est d'autant plus stupéfiant pour cette série qui cartonne et qui est supprimée. Donc, quand ça marche, on n'a vraiment pas envie que ça marche. Pourtant, ils pourraient faire de l'argent dessus. Ouais. Et je n'ai pas précisé le fait que une des deux, donc dans First Kill, c'est l'actrice qui joue la chasseuse de vampires, est noire. Ah oui. Faites ce que vous voulez de cette information. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de faire revenir cette série ? Il faut que les fans se battent. Il y a des pétitions qui ont été lancées. Je sais que Netflix a déjà sauvé des séries comme ça, ou parfois des séries ont été rachetées par d'autres chaînes. On a par exemple Brooklyn Nine-Nine ou de Sense8 qui a été rappelé pour un épisode final de 2 heures. Mais voilà, il faut que les fans se mobilisent vraiment. Ouais. On croise les doigts. Nicolas, tu voulais... Non, mais c'est parfait. Il y a, voilà, tout est dit. Il y a cette inégalité permanente qu'on dénonce, que les militants et les militantes dénoncent depuis des années. Et voilà, on voit que les exemples ne manquent pas et que voilà, c'est pas un hasard en fait. Il faut oublier de penser que c'est un hasard ou ça arrive comme ça. Et non, ça, en fait, ça n'arrive pas comme ça. Il y a quelque chose derrière. Étienne. Alors j'ai eu un message de David qui nous écoute. Il tient juste à préciser que Heartstopper c'est une romance de 10 fois 20 minutes. Sans effets spéciaux, alors que First Kill c'est du 10 fois 50 minutes, riche en effets spéciaux, donc onéreux, mais il reste d'accord sur le fond avec toi. Ah, réaction de... Non, oui, je suis tout à fait d'accord sur ça. Mais après, on va pas se mentir, First Kill n'est pas la série la plus onéreuse en termes d'effets spéciaux. Les effets spéciaux ne sont pas non plus hyper présents. Ouais. Il Nicolas. y en a, Ouais. mais pour moi, c'est pas une excuse valable. Je vais être honnête. Après, je pense aussi que d'une certaine manière, on tombe dans le piège qui est tendu par toutes ces chaînes de VOD, tous ces médias, etc. Parce qu'en fait, les sujets LGBT, eux, ils s'en foutent, ils s'en contre-foutent du militantisme, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre de la publicité, vendre de l'espace, etc. Donc, en fait, ils ont l'air un peu ouverts comme ça. Ils ont l'air de s'ouvrir à une communauté, mais la réalité des choses, c'est que... en fait, s'ils décident du jour au lendemain qu'il faut faire autre chose parce que ça leur rapportera plus, en fait, ils feront autre chose sans le moindre état d'âme. Et donc, c'est aussi à nous de ne pas être trop groupis non plus de ce type de médias, parce que, en fait, ça reste des entreprises extrêmement puissantes qui défendent des intérêts qui ne sont pas les nôtres, ou rarement les nôtres. Et donc, on peut avoir aussi... on peut facilement tomber dans ce type de piège. C'est vrai. Il faut espérer en tout cas que tu reviennes un jour, un night nous dire que finalement la série va revenir. On croise les doigts, ouais. On croise les doigts. Merci, et merci aussi à David de nous écouter. Il est bien fidèle à. Oui, coucou David. Et c'est le seul. Non. Il y a mon mari et son mec. Non. Enfin, le mec de. Bref, on s'en fout. Oui. On t'embrasse David et on embrasse bien sûr toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et bien sûr ton mari qui devait être là ce soir d'ailleurs. Oui, eh bien, il nous écoute, c'est le deuxième auditeur. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment fidèle, ton mari ? Nous allons tout de suite enchaîner avec notre amie Valérie Beau qui va nous parler de la journée internationale de la bisexualité et visibilité Bi+. Voilà, et avec de nombreuses invitations. Cette année, ce sont les 25 ans de Because. Alors, je vous en reparlerai, mais le 18 octobre sera proposé un concert dans le 19e à la Foisonnante. La bisexualité, la pansexualité, ça existe. Il n'y a pas à choisir, ce n'est pas une passade ni une mode, on en parle peu. Souvent, elle est invisibilisée. Le chapitre du rapport de SOS Homophobie est conséquent sur la biphobie et la panphobie. Il y a fort à faire pour écouter, comprendre et laisser vivre l'amour. Alors, ce vendredi, 23 septembre, c'est la journée internationale de la bisexualité au centre LGBT à Paris, avec l'Inter-LGBT et Because. Ils organisent donc une table ronde. Alors, vous êtes loin, c'est pas grave, ce sera aussi par visio. Le sujet de la soirée sera « Quelle visibilité pour les personnes bi et pan ? L'invisibilisation est-elle une discrimination ?»
Et ce n'est pas fini. Dimanche, c'est fête. C'est une marche. Elle est organisée pour rendez-vous place du colonel Fabien à 14h, pour un départ du cortège à 14h30 et une arrivée dans le Marais. Et tous les détails sur le site bicose.fr. Tu avais d'autres choses rappelle-nous un peu Bicose, il y a des réunions qui sont organisées. Si tu peux Voilà, alors tous les lundis, Bicose organise ce qui s'appelle les bicoseries. Donc avec des sujets variés sur le site internet, on peut effectivement les suivre en visio. Et cette année, pour les 25 ans, eh bien, il y a de nombreux sujets de réflexion, une étude sur la bisexualité, la biphobie qui va sortir. Oui. Et voilà, et on va dire aussi une grande fête parce qu'il y a des personnes qui souffrent, c'est compliqué, mais il faut aussi s'amuser. Étienne ? Oui, moi je vais juste rajouter, je suis désolé, pas sur toi Valérie, mais sur la chronique d'Anna qui tout à l'heure m'a fait penser à un livre que j'ai lu ce week-end, que vous avez peut-être déjà lu, c'est Coming In d'Élodie Fonte. C'est une BD sur la période juste avant le coming out, le moment où tu te rends compte que tu es lesbienne, en l'occurrence pour le personnage, et que tu chasses cette idée. Et ce que tu disais en fait sur la représentation des femmes lesbiennes, sur souvent en plus c'est les personnages comme c'est des personnages qui sont à côté de personnages gays, donc c'est pas développé. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre-là, c'est un moment, t'as le personnage qui se dit je suis peut-être lesbienne, mais en fait, je ne sais même pas comment ça fait l'amour entre elles deux femmes. Et c'est moi, ça m'a marqué parce que la sexualité féminine lesbienne n'est jamais montrée et que même quand tu as cette interrogation-là, t'es bloqué, tu te dis mais c'est vrai ça. Qu'est-ce qui se passe quoi ? Et c'est grave en fait cette absence de visibilité. À mon goût, je vais pas faire du mansplaining, mais c'est ce que ça a abordé chez moi quoi. La sexualité n'est jamais montrée. Oui, c'est vrai. Et là, moi, je me suis arrêtée aux médias parce que c'est plus mon domaine de prédilection. Mais j'aurais pu faire une chronique sur l'invisibilisation de la femme en général de la communauté LGBT. Vraiment. Ouais. Bien, ce fut intéressant avec vous. C'était un plaisir et un bonheur de vous avoir avec moi. Merci d'avoir on se retrouve, oui. Eh bien, écoutez, on peut se retrouver à la marche dimanche, oui. Avec joie. Avec joie. Et tu reviens lundi prochain ? Oui, Valérie, aussi. Merci. Elle Nicolas. est toujours là. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À très vite. Au revoir, Anna. Au revoir. À très bientôt, vite. J'espère. Ouais. Une intervention par mois ? 2 par mois, peut-être, 3 par mois. Peut-être, ça dépendra de bien. Mon emploi du temps, si j'ai le temps de. Au revoir Étienne, à très vite bien sûr. Bah oui, au concert de Lina Sex. Hein. Oui, tout à fait. Donc, mais d'abord on ira dîner. On ira dîner après chez Nicolas puisqu'il habite pas très loin. Tout à fait, avec les Jartelles. Bon, avec plaisir. On a un petit balcon très sympathique. Ah, très bien. J'ai hâte de voir ça. Merci d'avoir été à l'écoute. On embrasse au passage David et ton mari qui écoute et toutes les femmes qui ont des maris et tous les maris qui ont des hommes. Non, enfin tout le monde quoi. Au revoir, à très vite. Merci d'avoir réalisé cette émission. À nos amis. Coucou à Nathan qui me regarde et aussi salut à notre ami Amy. On vous aime. Ciao, ciao. You know the club shuts down when the lights come on. You know the game is done when somebody wins. And when the days get cold, put away your summer clothes. Don't have to ask yourself, when did it end? But how do you know? How do you really know that you're not holding on anymore? Kissing other people. When you're diving in,
Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.